Bonjour, je suis Viviane Nana, conseillère conjugale et coach de vie. Bienvenue dans la capsule de ce jour. Nous allons parler de quelques signes basiques qui nous montrent si on est prêt ou non à entrer dans une relation de couple, à entrer dans une relation amoureuse. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et bien évidemment, j'attends vos avis dans les commentaires. Donc, quand je parle de quelques signes basiques, ce sont les signes pour moi B à bas qu'il faut consulter. Ce sont des signes qu'il faut rechercher et avant d'entrer dans une relation de couple ou dans une relation amoureuse. Et quand je parle de relation de couple, je parle des relations qui durent sur le long terme. Ce ne sont pas des passades. Dans les relations qui durent sur le long terme, c'est-à-dire les relations de mariage, par exemple. Donc, euh, il est important de pouvoir repérer, de pouvoir détecter ces signes-là. Parce que très souvent, et ces signes-là doivent être détectés en nous. Parce que très souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on veut se mettre en relation avec quelqu'un, c'est toujours chez l'autre, c'est toujours à l'autre qu'on regarde. Et très rarement, on regarde à soi-même ou on regarde en soi-même. Donc, il est important déjà de savoir que ce n'est pas chez l'autre qu'il faut regarder, mais c'est en soi qu'il faut regarder parce que tout part de nous. Donc, quels sont ces quelques signes basiques? L'un des premiers signes, c'est de savoir qui est le je qui a envie d'entrer en relation avec l'autre. Donc, parce qu'on ne se pose pas très souvent la question, hein, il y a très peu de personnes qui se posent la question de savoir qui est-ce que je suis vraiment. Parce qu'il faut savoir cela avant d'entrer dans une relation avec l'autre. On ne peut pas être nous si on n'est déjà pas complètement je. Voilà. Et il faut savoir que quand on va en relation avec une autre personne, on ne cherche pas sa moitié. C'est la moitié de quoi qu'on cherche. On ne cherche pas sa moitié. On est complet et puis on cherche une personne complète et puis on se met ensemble pour partager quelque chose, pour avancer dans la vie. Voilà. Donc, il faut se poser les vraies questions dès l'entame, hein, avant d'entrer dans la relation. Les vraies questions sont lesquelles? Qui est-ce que je suis vraiment? Quelles sont mes valeurs? Euh, Quels sont mes rêves? Où est-ce que je vais? Quels sont mes objectifs? Quelle est ma vision du mariage? Quelle est ma vision du couple? Quelle est ma vision de la relation? Qu'est-ce que j'attends du mariage? Est-ce que je m'aime vraiment? Parce que, comme je l'ai dit, tout part de soi. Si on ne s'aime pas vraiment, on ne peut pas véritablement aimer l'autre. Voilà. Est-ce qu'on sait communiquer? Est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a travaillé sur sa communication? Et c'est très important cet élément. Pourquoi? Parce que les statistiques sont très claires. 80% des couples qui divorcent ont pour problème un manque euh, de communication ou une mauvaise communication. Donc, c'est dire l'importance de savoir communiquer, d'apprendre à communiquer, de travailler là-dessus. Donc, la liste des questions n'est pas exhaustive. En tout cas, ce sont toutes ces questions qui permettent de savoir qui on est véritablement, de connaître, d'aller creuser pour connaître sa véritable identité, quel est le véritable jeu. Parce que la plupart du temps, on évolue dans la vie derrière des masques, derrière des personas, sans même s'en rendre compte de manière tout à fait inconsciente. Et voilà, savoir aussi se poser aussi ces questions à ce moment-là avant d'entrer en relation, ça permet déjà quand même de diminuer la marge d'erreur quant au choix du partenaire ou de la partenaire. Et ça permet aussi d'éviter les incompatibilités d'humeur par la suite, parce que bon, pour moi, c'est un terme bateau dans lequel on fourre tout et n'importe quoi au moment du divorce, quand on n'a pas véritablement identifié quel est le problème dans le couple. Voilà. Donc, ça permet aussi, voilà, comme ça, de réduire ces taux d'incompatibilité d'humeur, parce que si dès le départ, on est sincère avec soi-même, on se connaît, on est sincère avec soi-même, on est vrai et qu'on communique véritablement qui on est, voilà, parce que communiquer en réalité, c'est enrichir l'autre de soi. Donc, quand on communique ou mettre en commun. Donc, quand on communique ce qu'on est à l'autre et que l'autre nous communique ce qu'il est, dès le départ, très vite, on arrive à apercevoir des écueils. Donc, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas prendre les choses, il ne faut pas se limiter aux aspects superficiels des choses. Il faut creuser, il faut pouvoir, voilà, se poser des vraies questions, des questions vraiment pertinentes, des questions profondes et non pas se limiter à l'aspect tout à fait superficiel des choses ou des personnes.
La deuxième question que je pourrais poser au jeu qui va en relation, c'est de savoir est-ce que on est véritablement guéri de ces blessures du passé? Il est important de savoir que nos blessures, les blessures qu'on a eues soit dans notre enfance, soit à un âge un peu plus avancé, ces blessures-là nous transforment. Ces blessures-là nous transforment et comme je l'ai dit, euh, mettre en place, parce que quand on est blessé, quand le corps subit une souffrance, un trauma, eh bien, le cerveau qui a pour fonction, l'une des fonctions du cerveau, c'est de nous protéger, de nous permettre de survivre. Donc, le cerveau met en place un mécanisme de défense pour se protéger, un mécanisme de défense pour se protéger. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait simplement? Parfois, il crée des personas, voilà, comme ça, derrière lesquels on évolue et qui nous permettent, dans ces personas-là, c'est pour nous permettre de ne plus subir la même douleur, ce n'est plus subir la même souffrance par la suite. Et on comprend bien justement que nous évoluons, nous sommes en réalité derrière ces personas, nous ne sommes pas ces personas. Donc, les traumatismes transforment les gens. Et ça peut être dans l'enfance, et comme je l'ai dit, même après l'enfance. Donc, il y a beaucoup de choses. Ainsi, Lise Bourbeau a pu recenser 5 blessures fondamentales de l'âme. Et ce sont ces 5 blessures-là qui nous empêchent d'être véritablement nous-mêmes. Ce n'est pas le lieu aussi pour moi voilà, de rentrer dans le détail de ces blessures, mais je vais vous en donner comme ça de manière rapide. Je vais vous citer les 5 blessures et les masques derrière, on évolue par la suite. Donc, l'une des blessures, on va citer la première, c'est la blessure de rejet. Quand une personne a été rejetée dans sa vie, quand une personne a subi la blessure de rejet, eh bien, le cerveau met en place le masque du fuyant. Donc, c'est une personne qui, par la suite, simplement devient évitante dans ses relations, devient fuyante dans ses relations. L'autre blessure, la deuxième qu'on va citer, c'est la blessure d'abandon. Quand on a été victime de la blessure d'abandon, le masque que le cerveau met en place pour nous protéger, eh bien, c'est le masque du dépendant. Parce qu'une personne qui a été abandonnée par la suite, donc, elle fera tout pour ne plus être abandonnée, pour ne plus se retrouver dans cette situation. Et donc, le masque du dépendant, c'est quoi? C'est qu'elle va chercher à plaire aux autres, elle va dépendre des émotions des autres, elle va dépendre de l'affection des autres, de l'admiration et tout des autres. Donc, ça va créer complètement voilà, des relations de dépendance avec l'autre. L'autre blessure, c'est la blessure d'humiliation. Une personne qui a subi dans sa vie la blessure d'humiliation met en place le masque du masochiste. C'est-à-dire c'est une personne qui va souvent prendre plaisir à s'infliger de la douleur, à accepter qu'on lui inflige de la douleur. Voilà. La quatrième blessure, c'est la blessure d'injustice. Quand une personne a été victime de la blessure d'injustice, le cerveau met en place le masque de rigide. Donc, c'est une personne qui devient très carrée, vraiment très rigide en ce qui concerne les injustices qu'on peut subir. Voilà, donc c'est une personne vraiment très, très policière et tout. Et la dernière blessure, c'est la blessure de trahison. Quand une personne a subi la blessure de trahison, ce que le cerveau met en place, c'est le masque de contrôlant. Le masque de contrôlant, c'est-à-dire la personne fait tout, devient très contrôlante par rapport à ça ou son partenaire. Donc, elle cherche à tout surveiller, trop de jalousie, très contrôlante sur tout. Elle veut tout avoir, elle veut tout maîtriser par rapport à la vie, par rapport à sa relation. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas envie de se retrouver. C'est une façon d'empêcher cette trahison-là de nouveau. Elle n'a pas envie de se retrouver à subir les mêmes douleurs. Donc, mais il a noté que une seule personne peut subir toutes ces blessures. Voilà. Mais, même quand on a subi toutes les blessures, il y en a une, deux ou trois qui sont plus vivaces que les autres. Donc, il est important de pouvoir guérir de toutes ces blessures du passé avant d'entrer dans une relation. Pourquoi? Parce que parfois, on croit dans la relation qu'on est deux, alors qu'on est parfois 4, 5.
Pourquoi? Parce que on constate ça souvent lors des crises, quand il y a des crises dans le couple. Parce qu'au lieu de réagir, très souvent, au lieu de réagir à, à la situation qui est actuelle, eh bien, ce qui a été fait, l'action qui a été posée, déclenche dans le cerveau quelque chose, et le cerveau qui fonctionne par analogie va simplement aller retrouver dans sa mémoire, dans ses archives, quelque chose qui ressemble à ce qu'on a déclenché. Donc, ça va aller, ce serait normalement quelque chose qui pourrait passer. Mais parce que voilà, ça va déclencher un souvenir douloureux, et bien, le cerveau associe ce qui se passe à ce souvenir douloureux-là. Et du coup, on voit des surréactions dans le couple. Donc, parfois, on gère un problème avec Marie, alors qu'en réalité, ce n'est pas le problème de Marie qu'on gère. C'est le problème de Jeannette qui a eu lieu, ou bien de Paul, je ne sais pas moi trop quoi. Un problème qui s'est passé, il y a une situation qui s'est passée il y a 5 ans, 10 ans de là, mais qu'on n'a pas géré, dont on n'a pas guéri. Voilà. Donc, c'est pour ça que, comme je l'ai dit, la souffrance psychologique transforme. Et il faut en être conscient, il faut savoir donc comment réagir. Parce que les surréactions montrent toujours qu'il y a une blessure, qu'il y a une blessure émotionnelle du passé qui a été titillée, qui a été, voilà, réouverte. Donc, la troisième chose, l'un des troisièmes signes qu'on devrait regarder, c'est de savoir si, voilà, on a procédé à la différenciation en soi complète. C'est quoi la différenciation de soi? La différenciation de soi, c'est la capacité à être soi-même dans sa relation avec ses proches. Et quand on parle de différenciation de soi ou d'individuation, c'est relativement, dans ce cas précis, relativement avec ses proches, c'est-à-dire sa famille et tout. Donc, on doit pouvoir savoir une personne parce que dans la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils formeront un seul être. Donc, l'homme quittera son père et sa mère. On n'a pas dit l'homme abandonnera. On a dit quittera. Donc, il faut pouvoir avoir cette indépendance vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses parents. Et quand on parle d'indépendance ici, ce n'est pas que l'indépendance financière. C'est surtout l'indépendance émotionnelle. Ça ne veut pas dire se couper de sa famille, mais ça veut dire mettre chacun à sa place. Savoir que désormais, il y a une autre personne qui a une priorité dans sa vie, qui est soit son épouse, et que justement cette priorité doit être respectée par les autres. Mais pour ça, il faut d'abord que la différenciation de soi soit complète vis-à-vis de la famille. Pourquoi? Parce que, il y a des gens qui ont évolué dans des familles toxiques. Et dans les familles toxiques, très souvent, on confond on confond la fusion émotionnelle et la dépendance émotionnelle et la dépendance affective à de l'amour. Les deux, c'est-à-dire la fusion émotionnelle et la dépendance affective, c'est pas de l'amour. Ça montre tout simplement qu'il y a des problèmes au sein de la relation au sein de la famille. Donc, dans les familles qui sont toxiques, on ne permet pas à l'individu, on ne permet pas à sa personnalité de se développer complètement, on ne permet pas à l'individu d'être véritablement qui il est. Pourquoi? Parce qu'on lui impose les dictats de la famille. La personne doit faire des choses pour faire plaisir plus à sa famille, au détriment même de ses propres intérêts, parfois au détriment de sa famille, de ses enfants, etc. Donc, vous tombez comme ça sur une personne qui semble adulte, mais qui subit complètement le dictat de ses parents, de ses frères, de ses sœurs. Donc, dans ce genre de couple, il y a une complète ingérence de la famille dans le couple. Et le couple ne peut pas se former avec une ingérence pareille. Le couple ne peut pas se former. Pourquoi? Parce que quand on est en couple, quand on dit qu'on a grandi, il faut pouvoir être à même de prendre ses propres décisions. Il faut pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écouter les conseils de sa famille, non, il ne faut pas confondre les deux. On peut écouter, mais on prend au moins ce qui est important pour nous, pour soi, pour sa relation. Donc, et ces familles ne permettent pas, justement, qu'une autre personne, parce que comme elles confondent tout, elles se disent que non, la personne qui vient, que ce soit le mari, que ce soit la femme, représente pour eux, pour cette famille-là, un danger. Et donc, c'est quelqu'un à combattre à tout prix.
Et c'est comme ça qu'elles arrivent à détruire complètement les couples de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'elles combattent, mais violemment, elles combattent assidûment, ardemment la personne qui entre dans leur vie. Et puisqu'il y a déjà eu de l'abus émotionnel dans ce genre de relation familiale. Donc, on a aussi parfois appris à cette personne-là que voilà, l'autre ne peut pas t'aimer, nous sommes les seuls à pouvoir t'aimer. Donc, du coup, comme la personne est troublée, elle cherche toujours à se rattacher à sa famille. Donc, elle fait toujours tout pour obéir à sa famille. Donc, du coup, je prends souvent l'analogie du cordon ombilical. Tant que l'enfant est dans le sein maternel, c'est le cordon ombilical qui le nourrit. Donc, s'il y a rupture de ce cordon ombilical, si ce cordon ombilical se coupe, l'enfant peut en mourir, l'enfant en meurt. Pareillement, quand l'enfant sort du sein maternel au moment de l'accouchement, si on laisse le cordon ombilical au-delà d'une certaine durée, c'est ce même cordon ombilical qui, par le passé, nourrissait cet enfant, le faisait vivre. C'est ce même cordon ombilical qui va plutôt tuer l'enfant. Donc, quand on fait l'analogie avec les relations, c'est simplement pour dire que quand on est seul, on grandit dans un milieu familial, on grandit dans la structure familiale et on est nourri dans ses émotions, on est nourri ou détruit hein, parce que certaines familles détruisent. Mais en principe, on est nourri par le cercle familial. Mais quand on est déjà adulte et qu'on a choisi de se marier, il faut s'affranchir justement de cette dépendance au niveau, il faut s'affranchir de cette dépendance émotionnelle au niveau de sa famille pour pouvoir s'attacher parce que si on ne le fait pas, on n'est pas un. On ne peut pas être un avec l'autre. Ce n'est pas possible. Et si on n'est pas un, on ne forme donc pas un couple. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des couples qui se détruisent, qui sont détruits. Voilà, il y a des couples qui sont détruits, parfois sans même toujours s'en rendre compte. Tant que la différenciation de soi n'est pas faite, eh bien, restez dans vos familles, c'est encore mieux. Parce que autrement, c'est voilà, se prendre quelqu'un de sa famille et puis faire souffrir cette personne parce que voilà, on n'est pas prêt, simplement. C'est un signe qu'on n'est pas prêt. Et parfois aussi, dans ces familles-là, vous allez observer que c'est soit la sœur, le frère, le parent qui choisit le partenaire pour le partenaire ou la partenaire pour l'enfant, pour la personne. Et ce n'est pas normal. Ou bien la personne rendue à l'âge adulte, puisqu'elle n'a pas appris à prendre ses propres décisions. Elle n'a pas appris à connaître qui elle est véritablement, à connaître ses propres besoins. On a empêché sa personnalité de se développer, son identité propre de se développer. Donc, elle ne peut pas se connecter à sa véritable identité pour choisir par rapport à ses propres désirs et besoins, à son propre système de valeurs parce que voilà, la famille a complètement tout détruit. Et là, ce sont les parents. Ce sont les parents qui font souvent ce sale boulot. Donc, il ne faut pas toujours croire que les parents sont là pour bâtir les enfants. Il y a des parents qui détruisent. Et si on peut parler des parents PN, par exemple. Donc, dans les familles toxiques, les parents détruisent l'individualité, la personnalité de leurs enfants. Et par la suite, vous allez voir des adultes qui disent parfois, cherche-moi un mari, cherche-moi une femme. Quand vous entendez quelqu'un vous dire ça, c'est le signe par quatre que la personne n'est pas prête. Parce que quand on est prêt, eh bien, on ne cherche pas, on attire à soi. OK? Donc, euh, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on apporte dans la relation? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que beaucoup, comme je disais, on regarde toujours à l'autre. On regarde toujours qu'est-ce que l'autre va m'apporter. Parce qu'il faut savoir que dans la plupart des couples, la plupart des relations, les gens partent, en tout cas, c'est ça dans la relation humaine pour la plupart, les gens partent pour prendre. La plupart des gens partent pour prendre à l'autre ce qu'il a. Voilà, pour essayer de se nourrir de l'autre. Alors que dans une relation saine, on va pour nourrir l'autre de soi. Donc, qu'est-ce que vous apportez dans la relation? Il faut se poser cette question. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous avez à offrir? Parce qu'il faut partir en se disant bien que... parce que le mariage n'est pas... C'est pas juste une histoire de, voilà, je prends une personne, je couche avec. Encore que quand on n'a pas géré tout ce que j'ai dit auparavant, il n'y a pas de véritable intimité. Hein. Donc, je couche avec, on fait des enfants, voilà, les enfants grandissent. Et voilà. Non, c'est pas ça le mariage. Si c'était que ça, oh, ce serait très facile. Le mariage, c'est bien au-delà de tout ça. Parce que quand on va dans une relation de mariage, on doit grandir. Le mariage, c'est comme une entreprise. Donc, il faut de l'apport, il faut de l'affectio societatis, comme on dit en droit. Donc, il faut que chacun apporte quelque chose.
Donc, qu'est-ce que vous apportez de vous dans la relation et qu'est-ce que l'autre va apporter de lui ou d'elle? Qu'est-ce que vous avez apporté? Donc, c'est là où il est important le développement personnel, hein, c'est quelque chose d'important. Il est important de travailler sur soi pour être la meilleure version de soi-même et apporter quelque chose de bien à l'autre. Parce qu'il y en a qui apportent vraiment tout ce qu'il y a de toxique, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a, voilà, de jetable même. Il y en a qui considèrent les autres comme des poubelles émotionnelles. Donc, il faut savoir ce qu'on a apporté à l'autre. Et si on n'est pas prêt à apporter à l'autre, c'est pas la peine qu'on reste. Il vaut mieux encore rester seul. Il vaut mieux encore rester célibataire. C'est pas plus mal que ça pour les autres. Oui, et comme je disais, il faut véritablement savoir si ce qu'on apporte est bien. Et comment on le sait? C'est simplement que on regarde, on se pose la question de savoir quelles sont toutes les qualités qu'on aimerait avoir chez l'autre. Quelles sont toutes les qualités qu'on aimerait voir chez la personne, voilà, qu'on aime, avec qui on va cheminer. Eh bien, recensez toutes ces qualités-là et voilà, développez-les en vous, simplement. OK? Donc, l'autre signe, c'est la maturité. Est-ce qu'on est suffisamment mature, voilà, pour pouvoir gérer la relation de couple, la relation du mariage? Parce que le mariage, c'est pas pour des enfants, c'est pas pour des jeunes garçons, c'est pas pour des jeunes filles. On a dit l'homme quittera son père et sa mère, on n'a pas dit le garçon. Il y a, voilà, des enfants dans des corps d'hommes, hein. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. Il y a des personnes qui ont un âge, qui sont d'un certain âge, hein, qui sont d'un âge appréciable, mais qui ont la mentalité de développement psychologique d'un enfant de 3-4 ans. Normalement, les pervers, notamment les pervers narcissiques. Parce qu'il est prouvé aujourd'hui que le développement psychologique n'a pas dépassé l'âge de 7 ans. Donc, on les voit, ils sont parfaitement adultes. Mais ils ont un masque de normalité, ils font semblant d'être normaux. Donc, il y a des personnes, voilà, est-ce qu'on est suffisamment mature dans sa tête pour pouvoir handle, comme disent les Anglais, cette relation de mariage? Parce que ça, c'est pas facile, hein. Il faut, pour se marier, quand on veut rester marié, et surtout quand on sait la qualité du mariage qu'on veut avoir. Quand on veut faire quelque chose de bien, il y a toujours un prix à payer. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? Est-ce qu'on est prêt à travailler sur soi? Est-ce qu'on est prêt, comme ça, à travailler, à faire des compromis? Oui, parce que le mariage exige énormément de compromis. Est-ce qu'on est prêt à être patient? Est-ce qu'on est prêt à accepter l'autre tel qu'il est? Parce que c'est ça aussi. Personne n'est parfaite. Donc, voilà, si on se marie, ça veut dire que c'est deux personnes imparfaites qui vont mettre sur pied forcément quelque chose, une chose imparfaite. Donc, est-ce qu'on accepte l'autre dans son entièreté, c'est-à-dire ses qualités et ses défauts? Parce qu'on ne peut pas, il y en a, et l'un des signes qui montre justement qu'on n'est pas prêt, l'un des signes qui montre un problème de maturité, c'est qu'on n'arrive pas à accepter l'autre dans ses qualités, ses défauts. Ça veut aussi dire qu'on ne se connaît pas soi-même et qu'on ne s'accepte pas soi-même tel qu'on est, qu'on ne s'aime pas soi-même. C'est l'un des signes. Parce que si on ne peut pas accepter, je veux dire, on est tous faits d'ombre et de lumière, de qualité et de défauts. Il y a cette dualité dans chacun de nous. Donc, si nous-mêmes, nous acceptons déjà à la base que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons des défauts, qu'on fait avec, qu'on accepte ces défauts, qu'on a des qualités, qu'on travaille pour les améliorer et les défauts, on travaille pour les diminuer. Si on peut s'accepter déjà et s'aimer comme on est, eh bien, c'est plus facile d'accepter l'autre dans son imperfection et de l'aider à s'améliorer parce que c'est ça, le mariage. Le mariage, c'est simplement qu'il y a deux personnes qui se croisent, qui se mettent ensemble et chacun doit permettre à l'autre de s'accomplir, non seulement de s'épanouir, mais de devenir véritablement qui il est ou qui elle est. Et d'ailleurs, il y a une chanson de Julio Iglesias, hein, je crois, le titre c'est J'ai besoin de toi. Et dans une phrase, dans une des phrases, il dit j'ai besoin de toi pour mieux être ce que je suis. Voilà. Donc, on a besoin de l'autre pour mieux être ce qu'on est véritablement. Donc, est-ce qu'on a la maturité
la maturité nécessaire pour permettre à l'autre d'être ce qu'il est? Est-ce qu'on a la maturité nécessaire de savoir faire la part de choses, de gérer les conflits? Parce qu'il ne s'agit pas toujours de la résolution des conflits. Il faut savoir gérer. Est-ce qu'on a la maturité relationnelle, la maturité émotionnelle pour pouvoir y arriver? Est-ce qu'on est sage? Est-ce qu'on a de l'humilité? Oui, c'est tout ça la maturité. Et il faut savoir chercher. Il faut savoir si on est capable de tout cela. OK? Donc, et l'un des derniers signes, c'est de savoir est-ce qu'on sait vivre seul? Est-ce qu'on est heureux tout seul? Parce qu'il y en a, nombreuses sont ces personnes-là qui vont dans la relation en espérant que l'autre va venir combler le vide qu'ils ont en eux. Bon, c'est mauvaise affaire. C'est mauvais deal. Pourquoi? Parce que l'autre ne nous rendra jamais heureux. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, le bonheur vient de l'intérieur. Le bonheur est en nous. C'est à nous qui devons aller chercher ce bonheur pour l'offrir à l'autre. Et comme Jacques Salomé le disait, hein, finalement, la relation, c'est quoi? C'est de trouver en soi le bonheur et de le partager avec l'autre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si on ne peut déjà pas vivre seul, si on n'est déjà pas capable d'être seul, même les chiffres, la loi des chiffres le dit. On part de 0, 1, 2. Pour arriver à 2, il faut d'abord passer par 1. Si on ne sait déjà pas comment s'accepter, comment vivre seul, pourquoi aller chercher l'autre? Parce que l'autre ne viendra jamais combler le vide qu'on a à l'intérieur de soi. Il faut aller identifier quel est le problème en soi. Il faut le gérer, il faut combler ce vide avant de se mettre en relation avec l'autre. C'est pour ça que souvent les gens disent la moitié, la moitié. Si tu es à moitié, ça veut dire qu'il te faut une autre moitié pour te compléter. Mais si tu es complet, alors là, tu peux mieux être avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, euh, l'autre ne viendra pas nous rendre heureux. Et il faut perdre cette illusion, il faut effacer cette illusion-là que en se mariant, on fuit la solitude. Je vais vous décevoir, mais je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'on est entouré qu'on ne se sent pas seul. On peut très bien être entouré et se sentir très seul. On peut être en couple et se sentir très seul. Parce que très souvent, dans certains couples, c'est là où on se rend compte de ce que signifie la solitude. Parce qu'on est censé être à deux, on croit être ensemble, mais on se rend compte dans les faits qu'on est tout seul. Quand il faut affronter les choses de la vie, l'autre n'est même pas à l'écoute, l'autre n'est même pas là. Encore moins à l'écoute, et il n'a pas envie ou elle n'a pas envie de partager des choses avec vous. Donc, ce n'est pas parce qu'on est ensemble qu'il y a le partage. Il faut donc comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble, voilà, qu'on est en train de cheminer que ça se passe bien. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu longtemps, mais c'était complètement toxique, quoi. Donc, ce sont ces différentes questions-là qu'il faut se poser parce que quand on a bien fait le travail sur soi, ça ne garantit pas que la relation sera parfaite. Ce n'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, le couple sera solide, le couple sera authentique, le couple saura mieux affronter les tempêtes de la vie. OK? Et quand on est véritablement prêt, l'un des signes, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher. On cherche quand il y a un manque. Quand on est prêt, on attire à soi le partenaire qui nous convient. Quand on a bien travaillé sur soi, on attire à soi le partenaire. Parce que comme on le dit chez les bouddhistes, quand l'élève est prêt, eh bien, le prof apparaît. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une autre capsule.